Bonjour et merci d'être venu pour cette conférence rencontre avec Madame Ngozi Okonjo-Iweala, qui est une personnalité extrêmement importante en Afrique et qui a beaucoup marqué de monde. Mais avant de commencer, de laisser Serge Michel la présenter, de lui donner la parole, je voulais vous poser une question. Est-ce que ici il y a des gens non anglophones? Est-ce qu'elles peuvent se manifester? C'est-à-dire la question, c'est est-ce que je vais faire un résumé régulier de ce qui est dit? Une traduction, quoi. C'est préférable? Bon, d'accord. Je ferai pas de la traduction simultanée, c'est pas mon métier, mais je vous résumerai à intervalles réguliers ce que va dire Madame Ngozi. Serge Michel. Bonjour à tous. Donc je vous présente rapidement Ngozi. Vous êtes aujourd'hui des fonctions qui sont le président du conseil d'administration du Gavi. Le Gavi, c'est l'Alliance mondiale pour les vaccins. C'est une organisation basée à Genève qui a déjà permis à 300 millions d'enfants d'être vaccinés. Vous êtes aussi senior advisor à la Banque Lazare, la Banque française Lazare. Mais vous avez surtout été la numéro 2 de la Banque mondiale, Managing Director de la Banque mondiale, et ainsi que ministre des Finances de votre pays, le Nigeria. Et la première question qu'on avait à vous poser, c'était vous avez été nommé dans les 50 leaders les plus importants du monde par le magazine Fortune. Vous êtes dans les 20 femmes les plus influentes de la Terre selon le magazine Forbes. Donc vous avez ce rayonnement dans le monde anglophone et francophone aussi. Est-ce que c'est... je vais passer maintenant à l'anglais pour aller plus vite avec vous, mais... how is it to become a world leader? I mean, being born as a girl in Nigeria. Et donc, qu'est-ce que c'est de devenir un leader du monde quand on est né comme une fille au Nigeria et même dans une région, je crois, éloignée de la ville? Okay. Bon, merci Serge et bonjour à tous. C'est un honneur, un plaisir d'être avec vous ce matin. Et je félicite l'école de management et le monde pour ce festival géopolitique. C'est la première fois que je participe à un festival géopolitique. Et j'aimerais continuer en français, mais pour éviter des malentendus, c'est mieux parce que les questions sont assez importantes. Je vais continuer en anglais, mais si c'est possible, je mélange les deux. C'est le franglais, c'est quoi? OK, bon. Première question. You asked how it is to be born as a girl in Nigeria and become a world leader. The first thing I have to say to you is I really have sometimes difficulty seeing myself as a world leader. I don't really imagine that. When I wake up in the morning, I'm worrying about how to do the next thing, solve the next problem. But I'm grateful and honored that, I've been seen as a world leader. Of course, when I was born as a girl in Nigeria, I did not have this was not my ambition. There was never any time in my life I said I'm going to do my career to be a world leader. Or even a leader in my country. I grew up for the first 8.5 years of my life in the village with my grandmother because my parents were poor students who went to Germany on scholarship to study. And I was a year old. They couldn't take me with them because they didn't have enough money, so they left me with my grandmother. And it was a good thing because with a very disciplined but loving grandmother, and I learned how to fetch water in the village, go to the farm with her, fetch firewood. I learned what it meant to lead a village life. And that has been a very strong part of my upbringing. I learned how to cook by the time I was 5, 6 years old. So I think it gave me strong characteristics that shaped my outlook and made me a very sturdy person.
The second thing about my childhood was going through the war in Nigeria. Many of you may not remember the Nigeria-Biafra war. And my parents lost everything. So I came to know what it means to have everything and have nothing. And how material goods don't matter that much. And I think all of these things have helped to shape who I am, to make me study under very difficult conditions, which I have had to go through in my life, including even now, after my stint as Minister of Finance. And I'll come back to that later, you know. Donc, So let me just add. So to come to be a world leader, I just went through life trying to do the jobs that I was passionate about. Things that made me want to wake up in the morning, you know, and so I'll share with you my principle. For any job that I do, I must wake up 70% of the time wanting to go to work, either because I love it or I'm committed. And 30% is, okay, you can say, why am I in this job? But 70-30. And if that makes you into a world leader because you're doing what you love, what you're passionate about, then that's fine. Merci. Donc, j'ai eu du mal, j'ai encore du mal à me voir comme une dirigeante du monde ou une dirigeante mondiale quand je me lève le matin, même si j'apprécie qu'on me donne ce titre. Je suis né au Nigeria et quand je suis né, c'était pas mon but. Je suis né dans un village et j'y ai grandi jusqu'à 8 ans et demi avec ma grand-mère. Une grand-mère très disciplinée, très sérieuse, mais très aimante aussi, parce que mes parents étudiaient en Allemagne et n'avaient pas forcément les moyens de m'emmener là-bas. Et ça a été une bonne chose parce que j'ai appris la vraie vie, une vie où on va chercher du bois pour faire du feu, où on va tirer l'eau au puits, où on apprend à cuisiner lorsqu'on est une petite fille de 5-6 ans. Et cela m'a donné de la force pour ce que j'ai fait par la suite. La deuxième chose importante que j'ai vécue, c'est d'avoir traversé la guerre du Biafra, dont certains d'entre vous ne risquent pas de se souvenir ici, mais qui était une guerre d'indépendance, enfin de sécession à l'intérieur du Nigeria dans les années 60, fin des années 60. Et je sais ce que c'est que de tout perdre dans un conflit. C'est ce qui est arrivé à ma famille, mes parents et à moi-même. Et cela m'a construit et m'a rendu très résistante dans des conditions difficiles. Cela m'a été très utile par la suite aussi dans les challenges, les défis que j'ai pu rencontrer, notamment comme ministre des Finances. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que quoi que je fasse ou quoi que j'ai fait comme travail, j'ai toujours fait avec passion. Et c'est ça qui me semble compter le plus. C'est la passion qu'on met dans ce qu'on fait et dans son travail. 70% de passion et 30% du reste, de routine. Voilà. Très bien. En anglais ou en français? Non, les deux. Alors, le débat a repris un peu entre les afro-pessimistes et les afro-optimistes. On a eu d'ailleurs quelques exemples d'afro-pessimisme dans ce festival ici. Et vous-même, vous êtes afro-optimiste, mais comment est-ce que, après Ebola, après la chute du prix des matières premières, après les vagues de terrorisme qu'on observe autour du Sahara, est-ce que vous restez optimiste et pourquoi? Yes, I know that Africa goes through these cycles where people tend to give up on the continent and to feel that it's not going to go anywhere, it's a lost continent. But I'm an unapologetic Afro-optimist. And the reason why is evidence-based. We had 2 decades of lost growth and lost performance, the 80s and the 90s. But for more than a decade after that, Africa showed that it could do things right. It was not a fluke. The continent grew at better than 5% or at about 5% for a decade and a half, consistently. And it was not a mistake. It was based on pursuing
the right policies, getting the macroeconomic framework right, trying to do the structural reforms that were necessary, improvements on governance, reduction in the number of conflicts, which went from 24 on the continent to 12 in the mid-2000s, installation of more democratic regimes. Yes, they were not perfect, but you had more democracy taking root in many more countries. So on several fronts, the countries showed, Africa showed it could do better. Even in terms of the poverty, the human development indicators, the MDGs, performance was better, and the numbers show it. Not good enough for what we want, but it showed we could move in the right direction. Let me stop there. So we have evidence of the ability of this continent to do better. Je sais que l'Afrique traverse régulièrement des cycles qui font que les gens se découragent et se disent de temps en temps, mais vraiment c'est un endroit perdu, il n'y a rien à en attendre. Mais il ne faut pas abandonner. Moi, je suis une afro-optimiste qui ne, qui ne s'excuse pas, une impénitente afro-optimiste. Voilà, c'est ça exactement le mot. Il y a eu 2 décennies de croissance perdue. Les années 80, 90 ont été un trou noir. Mais à partir de 2000, l'Afrique a connu 15 ans d'une croissance à plus de 5%, et parfois beaucoup plus, où on a vu que des bonnes politiques, des réformes structurelles portaient leurs fruits, où on a vu aussi, pendant cette période, une diminution nette des conflits qui sont passés de 24 à 12, où on a vu une amélioration de la plus de démocratie sur le continent. Et l'Afrique a montré qu'elle pouvait faire mieux, nettement mieux que ce qu'on attendait d'elle, même en termes de réduction de la pauvreté, en termes d'amélioration de la santé publique. Ce n'est pas assez, mais c'est quand même déjà beaucoup. Voilà. Okay, let me just add. So saying this, just to complete the thought, does not mean that the continent could not have done much better. You know, the quality of growth we had was not good enough. We could, for our young people, inequality increased. The Gini coefficient of many countries was on the wrong track. So don't get me wrong. I'm not here saying that there are not serious problems. But I'm saying that evidence shows that countries on this continent can do better, that the continent as a whole can perform better. So the issue is now, when we are going through a cycle, economic cycle that is on the downside, are we just going to say, well, you know, we always knew that Africa is a basket case. Yeah, you know, it's not going to do better where we should be. Or are we going to say, look, this continent showed it could do better, and therefore, let us look for the lessons of why we perform well and encourage those good things whilst tackling the challenges. That's really the issue. Voilà, une fois cela dit, je ne suis pas en train de dire que tout est rose sur le continent. Il y a des choses qui auraient pu aller beaucoup mieux, notamment la croissance n'a pas été assez créatrice d'emplois, n'a pas été assez partagée sur le continent, mais on a des preuves concrètes que certains pays africains, que l'Afrique en général peut faire nettement mieux que ce qu'on a souvent décrit ou attendu d'elle. La question maintenant qui se pose, c'est maintenant qu'on rentre dans un cycle plus difficile économiquement, un cycle baissier, comme on dit, avec des matières premières, des cours de matières premières qui diminuent, avec une croissance mondiale plus faible et chinoise aussi, est-ce qu'on peut appliquer, tirer les leçons de ce qui a bien marché et continuer à l'appliquer et à l'étendre? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont bien passées pendant ces 15 dernières années et il faut continuer à les mettre en œuvre, quelle que soit la conjoncture. Ce sont des choses structurelles. Est-ce qu'il y a des success stories qui nourrissent votre optimisme, success stories africaines? Well, I mean, there's no perfect success story on all fronts. So I hesitate to pick up a country and say, here's a success story.
But there are countries who have succeeded in certain things and others who have succeeded in other things. Let me illustrate. First of all, even with this pessimistic growth picture, I mean, the IMF, I think they're predicting about 3.1 or 3.4% growth for the world. And for Africa, I think it's around 4%, if I remember the numbers. Within the continent, there are countries that are growing phenomenally. You know, if you want to talk about growth, and by the way, growth is not a dirty word. There are those who say growth, so what has it done? There are still people who are poor and people who have no jobs. Yes, but if you don't grow at all, it's worse. I want to make that point. So you must grow well, good quality growth. But those who try to poo-poo the growth are making a mistake, because poverty gets worse, inequality. If you're just sharing a diminishing pie or a pie that does not increase, that doesn't help anybody. So we also need to look at growth. It's not everything, but you need it. It's a factor into improving conditions. So there are countries on the continent. Ethiopia is doing pretty well. I think Ethiopia, Tanzania are growing at close to 7%. Senegal is about, in the 6% range. Rwanda is also, there are countries that have managed to keep up. And these countries are not commodity-based, by the way, which is very interesting, because it shows you that on the continent, except for Tanzania maybe, you can have non-commodity-based countries with other sources of growth than primary commodities. And that is part of success. So what is it that they're doing? How are they stimulating their sectors of the economy to deliver this growth? There are countries that have tried to do well on the democracy front, because you have to look at the politics of where you are. You have Ghana that showed the whole continent that even with a very close election, they could hand over power to the opposition and show maturity. There's my country, where against all the odds, everybody thought Nigeria was going to go into a crisis at the last election, and it didn't. And the president then handed over a new president, and we demonstrated maturity. So those are success stories on democracy, success stories on growth. They're emerging, we're looking success stories in trying to grow without too much inequality that comes in. So we can take one by one and find examples of countries that have done relatively well on certain aspects. And then we ask ourselves, what can we learn? What can we don't even need to go outside. Let's look at ourselves. The Southern African and Eastern African countries have been relatively more successful on logistics of regional integration. West Africa, ECOWAS, has been successful in supporting each other in the areas of conflict. And governance, very strict on coups, standing firm on returning the countries to democracy. So yes, we can find successes on the continent. Let's pull them together. But I don't want to pick one country and say, let us look at this, and this is an amazing success story on every front. En termes de success story, il n'y a pas de pays parfait ou de success story parfaite. Mais d'ailleurs, j'ajoute moi que c'est le cas ailleurs aussi. C'est-à-dire que chaque pays a eu des succès dans certains domaines. Par exemple, si on s'attache à l'économie, les attentes du FMI en termes de croissance, enfin les prévisions du FMI en termes de croissance mondiale, c'est 3,1. En Afrique, plutôt 4%. Il y a des pays qui s'en sortent très très bien. L'Éthiopie ont 7% de croissance attendue. Le Sénégal, 6%. Le Rwanda, à peu près autant. Et d'ailleurs, je fais un aparté, la croissance, ce n'est pas un gros mot. L'enrichissement n'est pas un gros mot. C'est absolument nécessaire. Ce n'est pas une condition suffisante
pour que les pauvres disparaissent. Mais sans croissance, le gâteau à se partager est encore plus petit. Donc je ne suis pas pour les critiques systématiques des politiques économiques basées sur des assumptions de type libéral. C'est-à-dire que oui, il y a de la pauvreté, mais si vous n'avez pas de croissance, vous ne réduirez rien et vous serez uniquement dans la critique. Il faut assumer cette part-là capitaliste de l'Afrique. Donc je donnais 3 exemples de pays qui s'en sortent pas mal. Et d'ailleurs, on peut remarquer que ni l'Éthiopie, ni le Sénégal, ni le Rwanda ne sont des pays connus, enfin producteurs de matières premières. Donc on peut créer de la croissance sans matières premières, sans vendre des diamants, de l'or, du pétrole. Et ça, c'est important. Il y a d'autres pays dont les succès est avant tout politique. Je pense au Ghana, où il y a eu une alternance, alors que la différence de voix entre le premier et le deuxième de l'élection présidentielle était de quelques milliers seulement. Et il y a eu une alternance sans aucune contestation ni violence. Je vous rappelle que mon propre pays, le Nigeria, a connu une alternance l'année dernière, il y a bientôt 1 an, et qu'à l'époque, tout le monde annonçait, et je me souviens qu'effectivement, au monde, on était très inquiets là-dessus, une explosion du pays, une explosion de violence et des troubles quasi certains entre un camp qui était présumé ne pas vouloir rendre le pouvoir et l'autre qui allait proclamer sa victoire. Et en fait, ça s'est tout à fait bien passé. Le président sortant a reconnu sa défaite et a rendu le pouvoir au nouveau. Donc, tout ça, ce sont des success stories. Il faut juste qu'on tire les leçons de chacune et qu'on prenne le meilleur de chaque exemple pour pouvoir l'appliquer. Dernière chose, il y a des spécificités régionales. L'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud ont réussissent assez bien à lever toutes les barrières logistiques aux échanges commerciaux. En passant des accords, en tissant des infrastructures. L'Afrique de l'Ouest, en revanche, elle, son vrai succès, c'est plutôt dans la coopération sécuritaire et politique. Sécuritaire contre les menaces terroristes, contre les rébellions, ou politique en empêchant les coups d'État, en les sanctionnant de manière très unie, en offrant un front uni à tous ceux contre tous ceux qui violent ou qui sont tentés de violer les règles constitutionnelles et démocratiques. Donc ça aussi, c'est une réussite de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que chacune de ces parties de l'Afrique s'inspire des réussites de l'autre. Une des questions pour soutenir cette croissance que vous appelez de vos voeux, c'est qu'il faut de l'argent. Il faut de l'argent et cet argent, vous dites, va devenir de plus en plus rare. D'où pensez-vous que cet argent va venir ? Est-ce qu'il va venir d'un réendettement de l'Afrique ? Je rappelle à l'audience qu'un des grands succès de Ngozi Okonjo-Iweala, c'est d'avoir justement renégocié la dette du Nigeria avec le Club de Paris dans les années 2000 de façon spectaculaire. Mais est-ce que l'Afrique est en train de se réendetter pour ça ? Est-ce que l'argent va venir des fonds, par exemple, du climat ? On dit qu'il y a des milliards qui vont arriver pour aider les pays pauvres dans les questions climatiques. Est-ce que l'argent va venir voilà. Comment vous voyez cette source de revenus qu'il faut pour soutenir la croissance et construire les infrastructures ? Well, thank you very much. I mean, I think one of the biggest challenges facing the continent now to reach the sustainable development goals is the financing. And so this is a very important question. And I just wrote something, a blog, which hopefully you can take a look at. But one of the things that I want to remind my continent and everybody is that the bulk of development on the continent is financed by the continent. There are only 12 African countries now where the ratio of aid to the budget is 40% or more. So over time, the aid burden and incidence has been falling. And actually, if you look now at OECD data, you will see that total aid is still relatively robust. I think it's about 135 billion per year.
But aid to the least developed countries, including Africa, is actually falling. That's one of the characteristics. Australia reshaped its aid, and what it did was to cancel out aid to sub-Saharan Africa. So aid to Africa is diminishing, and I sound a warning signal. Even though some of the most critical global issues now are global public goods or public bads, where Africa is a victim, like global warming. Africa did not cause carbon emissions. It was caused by the developed world. So technically, they should pay. Pandemics are a global public bad or good that the world should help pay for, not just the continent. And I could go on. However, they should help pay, but are they going to? The reality, in my mind, is no. You can see that aid budgets are being reshaped now to support refugees and migration, and the loss is for sub-Saharan Africa. But it's a good thing. Let's not spend our time trying to scramble. What I'm trying to say is that we are already financing the bulk of our own development, and we should raise more domestic resources. Let us see this as an opportunity to take more charge, as much charge of financing our own development as possible. The opportunity is there. According to IMF estimates, we have a 4 percentage point of GDP chance on the continent to raise resources. And we can do it by improving our tax administration, improving our tax policy, closing loopholes, getting help from the developed world to stop corporates and multinationals using the loopholes to transfer profits out of the continent, stopping illegal flight of resources from the continent. And finally, we have some resources on the continent that we can leverage. We can use public resources or even need to leverage more private sector resources and pension funds. We have $380 billion of pension funds from 10 countries on the continent, which can be leveraged to build infrastructure, to do development, and so on. So we have the capability to do more and better. And I think we should look at that source of financing, and rather than lamenting about aid. Alors, concernant cette question du financement, je pense que c'est une des plus importantes, et c'est un des défis les plus importants qu'il y a dans l'Afrique. D'ailleurs, je tiens un blog sur ce sujet. What is the name of the blog? It's called les six questions que les responsables africains doivent se poser. Doivent se poser, oui. Doivent répondre. On va partager le lien avec vous. On l'a. Voilà. Et donc, je remarque qu'il n'y a plus que... D'abord que l'aide au développement est en diminution. En particulier, il n'y a plus que 12 pays d'Afrique aujourd'hui où l'aide au développement... En diminution pour l'Afrique. Voilà, l'aide au développement est en diminution pour l'Afrique. Et je remarque qu'il n'y a que 12 pays où l'aide au développement représente 40% du budget ou plus. C'est nettement moins qu'il y a une vingtaine d'années ou une dizaine d'années. Je remarque que l'aide aussi, elle représente à peu près 105 milliards de dollars et que c'est une part relativement stable, mais ce qui fait qu'elle est en diminution relative. Il y a des pays comme l'Australie qui ont mis fin quasiment à leur programme d'aide en Afrique. De toute façon, les pays occidentaux sont et vont être de plus en plus pris par le financement des programmes pour les réfugiés et autres. La deuxième remarque importante que je voudrais faire, c'est que l'Afrique est la première victime de phénomènes mondiaux dont elle n'est pas la première responsable. Je pense au réchauffement climatique, je pense aux pandémies, et pourtant,
Donc ça devrait être financé d'une certaine manière par le reste du monde. Je remarque que ce n'est pas vraiment le cas, mais qu'il faut qu'on arrête de perdre notre temps à mendier, à quémander. Il faut que nous financions nous-mêmes notre développement. On a une base qui est ces 4% de croissance attendue, par exemple pour l'année 2016. Si on a réussi à améliorer notre administration fiscale, la levée d'impôts, les ressources, elles sont là. Et à la rigueur, l'aide dont on a besoin aujourd'hui en Afrique, c'est une aide technique. Comment mieux collecter les impôts? Comment les Occidentaux peuvent mettre fin aux paradis fiscaux qui font que les bénéfices opérés par leur propre société multinationale sur le continent ne s'évadent pas ailleurs et soient versés aux pays dans lesquels ils opèrent. D'ailleurs, bon, ça c'est une remarque personnelle, mais j'observe que d'une certaine manière, la France, l'Allemagne rencontrent ces problèmes aussi, avec des grandes sociétés du type Apple, Ikea, etc. On le sait depuis les révélations concernant Luxembourg Leaks que Le Monde avait publié l'année dernière. Je reviens à la traduction. L'aide, donc cette aide de la communauté internationale que nous attendons, c'est une aide à pouvoir collecter notre propre ressources. Et j'observe enfin un dernier chiffre, 380 milliards de dollars de fonds de pension ont été investis sur notre continent. Elle est là, la ressource. L'Afrique est devenue attractive pour ces gens-là. Donc il ne faut pas qu'on compte sur l'aide, il faut qu'on compte sur l'investissement. Alors, je pense qu'on avance dans le temps et je voudrais arriver aux questions sur votre pays, le Nigeria. Simplement, une question avant ça. Est-ce que l'Afrique doit être plus égoïste, more selfish? Est-ce qu'il faut faire lever les tarifs d'importation pour protéger les économies africaines au lieu d'avoir un continent qui est quand même très ouvert au commerce extérieur? Et si oui, qu'est-ce qui manque pour ça? Parce que par exemple, entre Lagos et Douala au Cameroun, il n'y a même pas de route. Alors comment, si vous voulez développer le commerce infra-africain, comment le faire? Yeah, well, Africa must develop trade, intra-African trade, which is about 16%. Of total trade is on the continent is too small, and Africa's share of trade with the rest of the world is about 3%, which is also very small. But I think intra-African trade is very important, and normally we focus on logistics, the absence of roads, the fact that you have to stop a truck that is taking goods from Abidjan to Lagos has to stop so many times, from Maputo to somewhere else has to stop, or from Kenya, Nairobi to Kigali, so many times. Actually, they've done a good job from Kigali to, I think, Nairobi, to reduce the barriers. We focus on the logistics, and that is very important, to remove all those barriers so that trucks, goods, and people can circulate easily. However, I think it's also equally important to focus on what are we trading with each other. And that is not much talked about. Even if you remove all the barriers, if you are all producing the same type of goods, which is what happens in Africa now, we're all producing the same types, the same agricultural products, the same, then what are you trading? So it's time for us Africans to start asking ourselves that question. It means we have to specialize more, which is what Agenda 2063, Agenda 2030 of the AU, the ECA also talk about. We need to specialize. Some countries need to manufacture some products, others need to assemble some other products, some need to grow food, some need to process, so that we can trade meaningfully with each other. Otherwise, the trade volume
even if we remove all the barriers, may not noticeably increase because we don't have the goods that the other countries desire. Merci. Donc, oui, l'Afrique doit développer ses échanges. Le commerce interafricain, c'est 16% de nos échanges. Le poids de l'Afrique dans le commerce mondial, c'est trop peu. Le poids de l'Afrique dans le commerce mondial, c'est 3%. C'est trop peu aussi. Il faut vivifier tout ça, et de deux manières. Un, en levant toutes les barrières. D'abord, en construisant des infrastructures de communication, en levant les barrières commerciales, douanières, qui s'opposent à la circulation des biens, des capitaux et des personnes, de tout cela à la fois. Mais ça, c'est une condition. La deuxième, et elle est très importante, c'est qu'est-ce qu'on échange. Et si on produit tous la même chose, si on échange les mêmes choses, ça va pas marcher. Il faut qu'on se concerte mieux dans le cadre d'enceintes régionales, d'agendas continentaux, sur des sortes de spécialisation de chacun. Il y a des économistes qui disent que votre pays, le Nigeria, est assez résilient pour surmonter le prix du pétrole qui a vraiment chuté. Mais il y en a d'autres qui disent que vous allez connaître une crise à cause de ce prix du pétrole. Est-ce que vous-même, vous êtes inquiète pour votre pays? Et je rappelle, le prix du pétrole est passé de $120 à 30, aujourd'hui peut-être même maintenant $40 en 2 ans. Ça représente une division par 3, voire un peu plus même, des recettes de l'État. C'est énorme. Est-ce que vous êtes inquiète? Je dis que les deux, ils ont raison. Le Nigeria a des problèmes. Le Nigeria est aussi très résilient. Donc, de deux côtés, les économistes qui disent qu'il y a des problèmes et le pays montre assez de résilience, ils ont tous raison. Je vais expliquer. Okay, the price of petrol, of oil has fallen dramatically. In fact, it started to fall while I was still Minister of Finance. But this is not the first time that this has happened. And in a way, it makes me sad because we should have learned the lessons, right? And we did. We actually learned the lessons. When I was Finance Minister the first time in Nigeria, I started to study my own country very well, because at the World Bank where I used to work, you don't work on your own country. So it was the first time I really delved deep. And I found that we had a country that exhibited a lot of volatility because of the fact that it was based on oil. And we needed to craft a mechanism that could deal with that volatility and smooth out government consumption and expenditures. So instead of having a zigzag pattern of expenditures and growth, I'm sorry I forgot to bring my book where I have a graph that illustrates this perfectly. But I'll leave the title so you can go and read it. You know, we looked at this and we said, what can we do? We were losing 3 percentage points of GDP growth due to volatility, according to a study by the World Bank. And we created a system called the Oil Price-Based Fiscal Rule. Oil Price-Based Fiscal Rule. What is this fancy title? It's nothing but saying you will do your budget at a price of oil that is delinked from the market price. Using a model, and we built a model to do this. Give us an average price. And when the price of oil is rising above that price, you save the difference. So that when the price of oil falls, you use that difference to smooth out your consumption and your expenditure. We installed this in Nigeria under President Obasanjo and created something called the excess crude account, where we would save the difference. So we did this from 2003 until the crisis in 2008, and we saved $22 billion.
When the 2008 crisis came, what happened? The price of oil went from, do you remember, $148 a barrel to $38. Does anybody remember that? And what did we do? I was very proud. I was at the World Bank then. Nigeria was one of the few countries that did not have to come to the bank or the fund for help. We went and used the money we saved from the 22 billion to solve the problem of expenditures. When I went back as finance minister the second time, the minute I came in, I saw that the money in the excess crude account was depleted. There was only $4 billion. And the price of oil was high. And I started almost from day one to say to the country, to the president, to the governors, we must save now because the price of oil is going to come down. And what happened? Unlike the first time when the president was able to, we were able to get agreement in the country to save, this time it was totally different. I was attacked from day one, attacked. And it's recorded. I'm not telling you, saying anything new. It's in the newspapers. You can find 15 articles at least attacking me for saying we should save. The governors of the state said, because I said we should save, it's for a rainy day. They said it's raining now. The roof is leaking. Why do we save? Let's use the money now to do the development. And we did not save. And guess what? The person who was saying let's save, who was attacked, is now the victim. They are now turning around in order for me not to say, to blame me and attack me and tell vicious lies about me on the internet. If you go there, you will see many things. Okonjo-Iweala did this, Okonjo-Iweala took that money, all in a bid to make sure I don't say the truth. And the truth is that Nigeria should have saved money. If we had done it, we would not be in the situation we are today. But the same people who blocked the savings are there today. And they are turning around to attack the very person who said we should do the right thing. And people don't know this story. So you asked me a very difficult question. So sometimes when I look at the situation we're in now, it's with some pain. Because we had the mechanism, we had the answer, we had done it before, we showed we could do it, and we refused to do it. Donc, bon, comme vous l'aurez compris, les deux... It's too long. No, it's okay, but I will sum up. Les deux ont raison. C'est pas la première fois que le prix baisse, le prix du pétrole, puisque le Nigeria est un pays très dépendant du prix du pétrole, mais c'est pas le seul. Je veux dire, c'est le cas de l'Algérie, c'est le cas de l'Angola, etc. C'est pas la première fois, mais quand j'ai été ministre des Finances, j'ai regardé de près l'économie de mon pays. Je me suis aperçu qu'on avait une grande volatilité des finances due à ce lien avec le prix de cette matière première. Et d'ailleurs, on peut estimer à 3% du PIB nos pertes liées à cette volatilité des cours. Donc, j'ai créé un mécanisme qui s'appelle le règlement fiscal basé sur le prix du pétrole. Et c'est une sorte de mécanisme d'amortissement qui consiste à fixer un prix à l'avance et lorsque un prix du pétrole pour baser les calculs budgétaires, lorsque le prix du pétrole réel est plus élevé, eh bien, on économise tout ce qui dépasse et lorsqu'il est plus bas, on puise dans cette épargne. Et en fait, de 2003 à 2008, on a économisé 22 milliards de dollars. Lorsqu'il y a eu une crise en 2008, et on s'en souvient plus, mais en fait, le prix du pétrole est tombé de 148 dollars à 38 dollars le baril, on n'a pas entendu parler du Nigeria, parce que le Nigeria a pioché dans ses réserves qui existaient.
et que j'avais pu effectuer sous la présidence du président Obasanjo lors de mon premier passage au ministère des Finances. Quand je suis revenu au ministère des Finances après 2008, je me suis aperçu, enfin en 2011, là je me suis aperçu qu'il ne restait plus que 4 milliards dans ce fonds d'amortissement et que c'était vraiment très peu. Donc comme les cours étaient élevés, j'ai dit économisons à nouveau. Et à ce moment-là, l'arbitrage n'a pas été le même. Il n'y a pas eu de consensus entre la présidence, les gouverneurs de province. Tout le monde a voulu dépenser au nom du développement à cette époque-là. Utilisons l'argent, dépensons. Et maintenant que les caisses sont vides et que les prix sont très bas, d'un coup, on cherche des boucs émissaires. Et comme par hasard, le bouc émissaire, c'est moi, alors qu'à l'époque, je m'étais fait attaquer pour ne pas avoir voulu dépenser l'argent excédentaire que nous avions. Et maintenant, je me fais attaquer parce que les caisses sont vides. Je trouve ça particulièrement, ça me rend assez amer et triste parce que j'avais tiré la sonnette d'alarme. Et quand je vois la situation actuelle, je pouvais m'en douter. Enfin, on pouvait s'attendre. J'avais prévu ce qui risquait d'arriver. Et ça, c'est hélas arrivé quand même. J'ai peut-être une question avant de donner à la salle. Je peux, Serge ? Ouais, si vous voulez. Moi, je voulais vous demander une chose. C'est en tant que dirigeante africaine à la tête des finances d'un pays, avec qui vous préférez traiter comme étranger, investisseur ou comment dire, ou pouvoir public, avec des Américains, avec les Européens ou avec les Chinois? Quelle est la différence entre les trois? Je préfère traiter avec les Africains. Voilà. Bon, that's a very tough question. Really, I'm serious. You know, it's easier to deal with emerging market countries and other African countries. And I want to tell you something, that the investment within the continent is more and more from Africa, Africa investing in Africa, emerging markets investing in Africa. There is more of that now than from Europe and other areas. There's more happening. I mean, it's increasing. The size is not yet as high, but I'm saying the incidence is getting more and more. And, you know, because emerging market countries understand what you're talking about. You know, if China comes, it's an emerging market. If Brazil comes, Mexico, India, they can understand your language a bit more. However, that is not to say that they do not require the same conditions in your economy as the US or the UK or France. So you have to create the same conditions for investment, whether it's domestic, emerging market, or from developed countries to thrive. You know, so we welcome all investment from everywhere. You know, some people are easier to deal with than others, but we welcome all investment. D'accord. Très brièvement, donc vous aurez compris la réponse. Mais ce que je remarque, c'est que l'investissement en Afrique est de plus en plus d'origine africaine et de pays émergents. Lorsque nous traitons avec des pays émergents, la Chine, le Brésil, l'Inde, le Mexique, la Turquie éventuellement, je pense, ils comprennent probablement mieux notre fonctionnement, nos demandes, parce qu'ils sont plus proches. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'ils ne demandent pas des conditions, vous me dites si je me trompe, qui sont identiques aux autres, je veux dire en termes de sécurité d'investissement, de retour sur investissement. Et donc, ils ne sont pas forcément très tendres non plus. C'est juste qu'ils sont peut-être plus directs et pragmatiques. Tous les investisseurs sont bien plus que d'autres. Dernière question avant de passer la parole à la salle, c'était sur la France. La France semble s'être réveillée à propos du Nigeria, votre pays. Et depuis 1 an et demi maintenant, 2 ans, on voit Bercy multiplier les contacts avec le Nigeria. On voit le MEDEF en France, les patrons, multiplier aussi les voyages au Nigeria. Le président François Hollande va se rendre à Abuja au mois de mai pour 3 jours. Et c'est un voyage important avec une délégation très forte. Donc on a l'impression que la France a compris que le Nigeria était maintenant une priorité ou un pays clé en Afrique. Et je voulais poser la question du point de vue Nigeria. Qu'est-ce que le Nigeria
a à gagner de ces liens renforcés avec la France? Je poserai l'autre question. Qu'est-ce que la France a à gagner avec les liens avec le Nigeria? Je pense que c'est ça qu'on doit réfléchir sur. I think that France stands to gain quite a lot from contacts, and that is why President François Hollande, who also visited, you remember last year while I was still finance minister, and I was happy to be the minister assigned to accompany him. I think he's got it right that France has to be interested. The old colonial ties are giving way to more pragmatic economic ties and seeing where do our economic interests lie. And there is no doubt that, Nigeria, much as we have many problems, I remain excited about my country. I remain optimistic that we will get it right. It all looks bleak now, but we will get it right because we have what it takes in that country. And therefore, that's the reason that France will be interested. It's the largest economy in Africa with a GDP of 500 billion. Yes, it has enormous problems of poverty, inequality, jobs, but the consumer market is increasing. So that's something to pay attention to in terms of goods. It has, beyond oil, Nigeria has a lot of resources. Its agriculture the potential is tremendous. It has other mineral resources. It has services. We will soon start sending you movies, if we are not already, in Nollywood. And so services were also very good. So that's what I'm saying. And if you're not in Nigeria, you're not in Africa. So Nigeria is the bulkhead for France to go to the rest of Africa. And that is why I asked you that question. What does France? Now, just some statistics. I think that France's trade with the whole of Africa is about $71 billion, 2014 figures, which is about 6% of its total trade, which is very small. Nigeria's trade is about 7.5 billion, about 1%, less than 1%. So there's a lot of room for the relationship between France and Africa to improve. And I think this is what President François Hollande is seeing, and I think it's a very wise policy for him to build this relationship. Merci beaucoup. Ah, pardon. Oui, traduction. Très brièvement, vous l'aurez compris, je pense que c'est la France qui a beaucoup à gagner de cette relation avec le Nigeria. François Hollande est déjà venu d'ailleurs, c'est pas la première fois. Et en fait, les vieilles relations dues au passé colonial cèdent le pas aujourd'hui à des relations plus pragmatiques. Le Nigeria, c'est la plus grosse économie d'Afrique, déjà, de toute façon, avec un PIB de 500 milliards de dollars. Oui, il y a des problèmes de pauvreté, tout ce que vous voulez, mais il y a aussi une consommation qui est en croissance continue. Et en dehors du pétrole, nous produisons beaucoup de choses, d'autres ressources minérales, de l'agriculture, des services, des films. De toute façon, si vous n'êtes pas au Nigeria, vous n'êtes pas en Afrique. C'est la première économie d'Afrique. Bon, c'est la tête de pont pour entrer sur le reste du continent. Après, j'ai pas retenu, mais désolé, mais je crois que les chiffres du commerce franco-nigérian sont encore très faibles et offrent des perspectives énormes d'augmentation hors du pétrole, puisqu'on sait qu'il y a des grandes compagnies françaises présentes dans le pétrole, mais il y a plein d'autres domaines où la France peut exister au Nigeria et dans le reste du continent. Voilà. Merci. Alors, les questions de la salle, est-ce que vous pouvez prendre des micros? Monsieur qui est là. Et après, on passera devant. Je vais vous demander de faire bref parce qu'il y a peu de temps, hélas. Donc, si vous pouvez poser des questions brèves et les poser dans les deux langues, sinon, si vous voulez, je les traduirai. Merci. En français. Et présentez-vous, s'il vous plaît. Ok, je voudrais demander à Madame Okonjo de nous dire rapidement un mot de son expérience de la lutte contre la corruption au Nigeria,
parce que à l'époque où elle était ministre des Finances, elle a été une actrice importante dans la lutte contre la corruption. Quels ont été ses succès, quels ont été ses échecs dans ce domaine? Merci monsieur. Je disais, si brièvement, d'un mot, vous pouvez vous présenter, étudiant, professeur, chercheur, économiste ou peu importe. Il n'y a plus de micro. On va prendre 3 questions. Okay. Peut-être devant, ici. Il y a monsieur, il a un micro, il est en train de parler. Là, ok. Bonjour. Moi, je suis étudiant à Grenoble École de Management et je suis capverdien, donc très intéressé par les questions africaines. Et je voudrais savoir, selon vous, si vous pouviez nous donner les 3 plus grands défis pour ma génération, pour les étudiants africains aujourd'hui qui comptent rentrer et travailler pour le continent. Quels sont, selon vous, les 3 plus grands défis qu'on devra relever dans les 50 années à venir? Très bien, merci. Peut-être une jeune dame, là-bas, juste devant vous. Bonjour et merci pour votre intervention qui était vraiment intéressante et inspirante. Je m'appelle Galenji Migan et je suis originaire du Bénin. Et ce que je retiens de votre intervention, c'est l'anecdote sur le compte qui a été créé pour parer la volatilité du prix du pétrole. Moi, ce que je retiens, c'est que votre expérience à la Banque mondiale vous a permis de prendre du recul par rapport à ce qui se passait dans votre pays et de faire preuve de votre expérience lorsque vous avez été ministre au Nigeria. Est-ce que vous pensez que les gouvernements des pays africains ont besoin de personnes justement qui ont pris du recul par rapport à leur pays pour pouvoir trouver des solutions à leurs principales... Qui ont eu une expérience hors de leur pays. Par exemple, pour prendre du recul par rapport à leur pays. Merci. On va commencer par ces 3 questions. About corruption. Last. So I'm an MBA and a master's in HR student at GEM. And sometimes I teach. But the question I wanted to ask you, I've had the pleasure this year of getting to know Nigerians, ICOWA. One of my friends, she started an association to try to support the ICOWA people in Grenoble. And what I've learned, even coming from New York, so I'm from America, I'm not from Africa, but what I've learned is that Nigerian people are really strong, intelligent, pushing forward. And I've spoken to many people in the last couple months that are Nigerian that want to see this change that you talked about. But what do you think is the biggest reason why you continue to be stalemated? Because as you said, Nigeria has the money to be not emerging or developing, but to stand forward, and it's not new money. It's old money that you guys have had for a long time. So what do you think is the reason why, if you have so many acute people, that you continue to be stalemated in Nigeria? That's my question. Thanks. Go ahead. Okay, so the first question was the fight against corruption, which the gentleman asked, successes and failures. If I start to talk about this, it will take a book. It will take the whole day. I don't know what to say, but I'll try to, because it's very personal. You know, the first time I've written about what we try to do to fight corruption, please pick up a copy of my book. I'm not embarrassed to advertise it because I actually think I wrote it for students in public policy and management and so on. It's called Reforming the Unreformable. Lessons from Nigeria. And you can get it from Amazon, MIT Press. Now, I recounted, but this second time around, it has been so difficult. There were so many types of corruption that one had to work against. And I'll just take 1 or 2 examples. And I don't know if I can say successes. I think in one area I can say there were some successes. Because first of all, going to my country, and this goes to your question, people don't believe that someone like me can leave a job at the World Bank or anywhere to come home. It must be because you're coming to steal. Do you understand? So you're there trying to fight corruption, and many of the people don't even believe that you're there trying to fight corruption. But you have to have your principles.
And one of the few sets were the oil marketers. There was a lot of fraud going on within we have an oil subsidy system where we subsidize the price of refined petrol because Nigerians believe this is the only benefit they can get from their country. But within that system, when I came back in 2011, we found a lot of fraudulent people who were claiming to have supplied the country with oil when the ship that was supposed to be supplying was not even there. You could check from Lloyd's Register in London. And so we fought these people. So as finance minister, we set up a task force to look at these issues, found that out of about $6.7 billion of oil subsidy payments, about $1.5 billion was fraudulent. And with the support of the president, I said we would not pay those marketers. What did they do? They kidnapped my mother. And it's there, you can look it up. It's in the press. For 5 days, my 83-year-old mother was kidnapped. And people try to say it was just one of the normal kidnappings for ransom. No. For the first 3 days, it's on record because the Secret Service of the country recorded it. They asked that the only thing they wanted was for me to resign. I should go to the TV and the radio and announce my resignation and leave the country. It was one of the worst moments of my life. My 83-year-old mother, a retired professor, can you imagine being responsible for your mother's death? Or suffering? She was there for 5 days, no food. She was given 1 sausage roll and water to drink. But I won't go into all the details because we don't have time. It's just a very personal prize. And I will not keep quiet about it. Those who want me to not talk about it, those who want to pretend, yes, towards the last day they asked for a ransom, but that was not why they kidnapped her. 3 days on record. Of course, the country didn't know about it. We kept it quiet. But I refused. My father said I must not resign. The president said I should not resign. And everybody pulled out all stops to look for her. In the end, I think they decided to let her escape. But we didn't pay them, and that's a success. The second success was in establishing something which I think is more important. I have to talk about this because one of the reasons I went back is because increasingly, I believe that fighting corruption on our continent cannot succeed unless we put in place systems that prevent people from stealing money in the first place. So you must arrest those who steal, charge them, but you also need to block it. It's not that people in France are any more honest than people in Africa or people in the US are any more honest. It is because these countries have put in place strong systems that stop people from stealing, and when they do steal, they get punished. What do I mean? We found, let me just take my ministry, the revenue management system, the budget. It was all on a cash basis. When I came in 2003, we were still transferring cash to departments and agencies. And what does that mean? It means it gives a lot of people the chance. So we introduced, with the help of the World Bank, and the DFID, the UK Department for International Development. Sorry, I'm taking time. This is very important for Africa. To put in place something called Government Integrated Financial Management System. We also put in place a biometric system, integrated personnel and payroll, to do biometrics for all government employees, because people were putting in what we call ghost workers and ghost pensioners and collecting money for people who were non-existent. And we put in place a treasury single account so the finance minister can have a view. We started to implement this, and I left in 2006. In 2011, when I was asked, I saw that the implementation had slowed down.
And one of the reasons I went back was to make sure that those systems continued to be put in place. We need systems in Africa, and we have the technology now to block a lot of corruption. We must use technology. So that is one of the things I want. I know when you say government integrated financial management system, it sounds so unsexy. When you say you've arrested someone and thrown them in prison, it sounds very good, right? But when you say you've installed a system, people it doesn't mean anything to them. They don't see it as fighting corruption. But that's even more important in a way. And it is because of those systems that I try to put in place, the policies that they're attacking me now. All the corrupt people that we try to fight are now fighting and trying to paint me as if I'm corrupt. And that is the danger in fighting corruption. Be careful. It's a cautionary tale. Because those people you fight, they don't just sit down. They fight you back viciously. Bon, je ne sais pas si je traduis, je ne sais pas s'il y a le temps. J'imagine que vous avez quand même compris l'essentiel. C'est que j'ai subi dans ma vie personnelle ce que ça peut coûter de combattre la corruption et notamment de s'attaquer à la mafia de ceux qui détournaient l'essence subventionnée. Puisqu'on a enlevé ma mère pendant 5 jours, uniquement dans le seul but de me faire démissionner, ma mère de 83 ans. Vous imaginez le genre de choses qui vous passent par la tête, et je pense que c'est le pire moment de ma vie. Donc je vais vraiment résumer. La deuxième chose importante, c'est que les gens ne sont pas meilleurs ici ou ailleurs. C'est juste qu'il faut mettre en place des systèmes pour qu'ils ne puissent pas voler et pour que, s'ils volent, ils en payent le prix. Et cela, moi j'ai mis en place tout un système où il y a des données biométriques pour payer les fonctionnaires, où il y a un budget et un seul, et où les transferts de monnaie, d'argent ne se passent pas en cash pour éviter les détournements. Lorsque j'ai quitté le ministère des Finances en 2006, c'était en voie d'application. Quand je suis revenu en 2011, je me suis aperçu qu'il y avait eu beaucoup de retard et que beaucoup de choses n'avaient pas été appliquées. Et il faut utiliser la technologie pour combattre Il y a des moyens aujourd'hui de combattre la corruption. Et la technologie en fait partie, et il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Jeter des gens en prison, c'est bien, mais c'est très spectaculaire, mais ce n'est pas changer le système. Ça ne suffit pas à changer le système. La dernière chose, c'est que lorsque vous combattez la corruption, il faut vous attendre à prendre des coups, et des coups très violents, parce que les gens auxquels vous vous attaquez, ils réagissent, ils vous accusent aussi, ils vous tendent des pièges, et c'est une lutte sans merci, voire à mort. Ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques sur sa vie. Voilà, essentiellement ce qui a été dit dans des termes beaucoup plus forts que ce que je viens de faire. The three biggest challenges for the generation now. I think that things are a little tougher for this generation in a way than for the ones past. The big challenge is unemployment, at least for our continent. The fact that, you finish school, you may not have the right skills to match available jobs. And to me, that is the most troubling, because if we don't begin to solve the unemployment problem and match skills to available jobs by working with industry, working, public-private sector partnerships, I think that's a very big challenge. Another one is the challenge of, I would say inequality is a big challenge that this generation confronts and has to deal with. Our countries are growing, but as I said, the quality of growth is not what it should be. So you actually have inequality increasing and having people see this differential. Some people very well off, others who are not able to make it, and then in the middle, you have the middle class. How do we deal with the two polar ends? And I think the third challenge that for the generation, for me, is a challenge of technology. I very much worry and hope
that the young generation on the continent can keep, they're already leading the way, but that they can keep abreast of the changing technologies and they can harness this so that the continent can really use this to leapfrog. I'm a strong believer in the power of technology. And I think that if they can harness this, this would be very good. Bon, les 3 défis principaux qui vous attendent, vous, les jeunes, sur le continent, ça va être le chômage, enfin, comment lutter contre le chômage, créer des emplois. Deuxièmement, comment créer une croissance plus égalitaire, réduire les inégalités, éviter le fossé qui se creuse dans la société entre pauvres et riches. Troisièmement, comment adapter la technologie à votre environnement pour changer cet environnement, pour changer la vie et la gouvernance. Yes, because if you master technology, I think you can master corruption. Vous aurez compris, avec une bonne technologie bien utilisée, on peut dompter la corruption. The last question about people who are... Do African countries need people with experience from outside? I think they need both. They need all the people who have the experience from the continent to deploy that experience, and they also need the people inside the country who have the experience to also put that experience to work. The problem when you come from outside is don't expect everybody to welcome you with open arms, okay? If you're waiting for that, that will not happen, because sometimes the people say, well, you were there enjoying yourself, going to school in the management school in Grenoble and having a good time when I was here sweating, and you now want to come and take this job and tell me you're better than me. So they may not. You know, there were people when I went back who said, oh, who is that woman? She thinks she can come and run the economy. We've been here. She was at the World Bank. She's a World Bank IMF spy. You know, if you listen to all that, you will never do anything. You have to reach within yourself and say, do I want to help my country or continent? It's not what other people think. If I looked at what other people thought about me and so on, I'd never do anything. What is it you can give for the continent and for your country? It doesn't have to be in government. It can be in civil society. It can be in the private sector. Give. I still encourage people to go back and give. Don't wait for others to welcome you. It's your country. It's your continent. You own it as much as anybody else. Go do it. Then why is it, and this is linked to the question the lady asked about, why is it in my country we seem to have all these dynamic people, everywhere you go you meet Nigerians who are go-getters, and yet the country's stalled? It's because we don't have the right people in the right places. For the same reason that I said. We just don't. If you don't have the right people running the country, running the economy, and so on and so forth, we don't have the right people. We have the talent. But as they say, you don't have square pegs in square holes or round pegs in round holes or whatever you want to call them. So there's a lot of wasted energy and talent. And people will not go because they will look at someone like me and say, well, she went. Look what experience she had. Why should I go? So you've got very good people who could be deployed, really, to make the country run better. But they are not there. And then inside the country, Nigerians don't stand up as much as they do outside. That's what I'm finding. You know, and it's a very interesting phenomenon. You know, if a Nigerian enters the room here, they take over. And people, you know, just they are not that well liked, I know, because they seem to occupy the space and crowd out all the other Africans and all the other people. I don't know, we don't do it on purpose. It's just the way we are. But at home, maybe there are too many of us. You know, I don't know what the issue is, but we will. We will get it right. Even if it takes the next 10, 20, 30 years, we will get it right. Très brièvement, pour ceux qui n'avaient pas compris, revenir au pays, c'est pas facile. Quand vous venez de l'étranger, vous n'êtes pas toujours bienvenu. Vous prenez la place de quelqu'un. Vous avez affaire à des gens qui disent « mais moi, j'ai enduré une vie difficile ici, et toi, tu viens
avec tes diplômes et tu crois savoir tout, mais ça ne marche pas comme ça. La question qu'il faut vous poser, si vous voulez revenir dans votre pays, c'est qu'est-ce que vous pouvez apporter, est-ce que vous le voulez vraiment? Et d'abord, il n'y a pas que les postes publics, il y a aussi le privé, les ONG, la société civile. Concernant pourquoi il y a autant de Nigérians aussi brillants, pleins d'énergie, et pourquoi le pays a du mal à s'en sortir, c'est peut-être que les gens brillants ne sont pas toujours au bon endroit. Et ça, c'est quelque chose qu'on a échoué à faire pour l'instant. On a des talents, mais on ne sait pas, on perd beaucoup d'énergie. Et ces talents ne sont pas forcément bien utilisés. Les Nigérians sont des gens qui prennent de la place, parlent beaucoup, souvent ont des opinions très tranchées, mais bizarrement, quand ils sont au pays, c'est moins, il y a moins cette audace qu'ils peuvent avoir, qu'ils dégagent lorsqu'on les rencontre à l'étranger. Mais je suis sûr qu'encore 20 ans, 30 ans, le temps qu'il faudra, mais on finira par y arriver. Voilà. Merci beaucoup pour cette rencontre.